Le Créateur confia à 7 grands-pères, des esprits très puissants, la responsabilité de veiller sur les gens. Pour aider les gens dans leur quête spirituelle, les grands-pères transmirent les enseignements suivants. Chérir le savoir, c'est connaître la sagesse. Connaître l'amour, c'est connaître la paix. Honorer toute la création, tel est le respect. La bravoure, c'est faire face à l'ennemi avec intégrité. L'honnêteté face à une circonstance, c'est être brave. L'humilité, c'est se connaître soi-même en tant que partie sacrée de la création. Dites la vérité. Ne trompez ni les autres, ni vous-même. Ani, Sego, Wache, hello. Ici Linda Kitchikizik. Et Lawrence Martin. Nous sommes ici pour vous guider dans ce programme d'information sur le droit de la famille destiné aux Autochtones vivant dans des réserves et à l'extérieur des réserves. La séparation d'un conjoint est un moment très difficile à vivre, en particulier si des enfants sont touchés. Mettre fin à une relation peut impliquer la gestion des émotions, aider les enfants à s'adapter de façon positive, la prise des décisions juridiques, l'établissement d'ententes parentales, la gestion de questions financières. Ce programme vise à fournir de l'information générale aux personnes vivant une séparation. Même s'il propose des solutions pour faciliter le règlement des différends entre les anciens partenaires, il n'a pas pour but de donner des conseils particuliers sur la situation familiale de chacun. L'objectif de ce programme d'information est de vous aider à comprendre les répercussions d'une séparation sur les adultes et les enfants, de vous aider à connaître les options offertes pour composer avec les questions d'ordre juridique et émotionnel liées à une rupture, vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Nous aborderons ensemble 7 thèmes. La conscience et sentiments, le processus de la séparation, les interactions entre ex-conjoints, les questions d'ordre juridique, les options de règlement des différends, les tribunaux ontariens, regardez en avant. Le programme suppose que les parents collaboreront pour répondre aux besoins de leurs enfants. Toutefois, dans des situations de violence familiale, de problèmes de santé mentale ou de problèmes de dépendance, la collaboration entre les anciens partenaires pour résoudre les conflits familiaux peut être irréaliste ou risquée. Si vous sentez que votre sécurité ou celle de vos enfants est menacée, votre grande priorité doit être votre protection et celle de vos enfants. Tous les adultes ont la responsabilité de protéger les enfants victimes ou témoins de violences ou d'abus. Votre sécurité ou celle de vos enfants peut être compromise si votre partenaire a déjà commis des actes de violence physique sur vous ou vos enfants de n'importe quelle manière, a déjà abusé de vous ou de vos enfants sexuellement, a déjà menacé de vous faire du mal ou de faire du mal à vos enfants, vous a déjà fait sentir que si vous la quittiez ou si il ou elle vous quittait, vos enfants seraient en danger, vous a déjà menacé d'enlever vos enfants, a déjà dit ou fait quelque chose qui vous a fait sentir que vous et vos enfants n'étiez pas en sécurité. Dans le cadre de la planification de votre sécurité, prenez en note les numéros de téléphone des organismes locaux qui pourraient vous offrir une aide et un soutien si votre sécurité ou celle de vos enfants était menacée au cours de votre démarche de séparation. Parmi ces ressources, mentionnons les centres d'amitié autochtones, les auxiliaires parajudiciaires autochtones, les travailleurs sociaux auprès des bandes, les travailleurs communautaires autochtones, la police et la GRC, les maisons de refuge pour femmes, Aide juridique Ontario et la ligne de soutien pour femmes touchées par la violence. Pour obtenir plus d'informations sur les ressources offertes dans votre région, veuillez communiquer avec le coordonnateur des services d'information et d'orientation de votre cour locale. Si votre conjoint est violent envers vous ou vos enfants, vous pouvez demander une ordonnance d'un tribunal, par exemple une ordonnance de ne pas faire afin de vous protéger. Consultez un avocat, un auxiliaire parajudiciaire autochtone, un agent de police ou un coordonnateur des services d'information et d'orientation pour savoir comment obtenir une telle ordonnance. Une ordonnance de ne pas faire signifie que votre partenaire doit rester loin de vous et de vos enfants.
Cette ordonnance est rendue par un juge aux affaires familiales dans un tribunal de la famille. Si votre partenaire ne la respecte pas, il pourrait se faire arrêter. Si votre partenaire est arrêté pour violence conjugale, un juge peut rendre une ordonnance de non-communication, laquelle lui interdit de communiquer avec vous ou vos enfants. Le ministère du procureur général a créé le guide d'auto-assistance, comment présenter une requête en vue d'obtenir une ordonnance de ne pas faire. Ce guide peut être consulté sur le site web du ministère. Faire face à la vie avec courage, c'est être brave. Puisez dans votre force personnelle pour affronter les difficultés, les obstacles et les défis. Soyez courageux. Faites des choix positifs. Défendez vos convictions. Démontrez du courage en communiquant et en prenant des décisions. Cette section examine les émotions qu'entraîne la séparation. La compréhension de vos émotions et de celles de vos enfants est importante pour pouvoir traverser ce moment difficile. En se séparant, les adultes vivent des pertes. Ils perdent d'abord la personne avec qui ils étaient en relation. Ils perdent aussi l'espoir et les rêves qu'ils nourrissaient pour cette relation. Ce sentiment de perte peut avoir des effets sur les différentes dimensions de la santé. La perte d'identité, la perte d'échange, les changements sociaux, les changements dans votre rôle parental, dans vos activités sociales peuvent avoir une incidence sur votre santé émotionnelle. La perte de votre partenaire sexuel, la perte d'amis et de votre belle famille, les changements dans votre structure familiale ainsi que physique, financière et économique, et les changements dans vos activités sociales peuvent avoir une incidence sur votre santé physique. La perte de vos espoirs et de vos attentes, la perte de votre routine et de votre structure et les changements d'ordre juridique peuvent avoir une incidence sur votre santé mentale. La perte des espoirs et des rêves que vous nourrissiez envers votre relation peuvent avoir une incidence sur votre santé spirituelle. La séparation peut entraîner différentes émotions. Dépression, anxiété, difficulté à composer avec la situation, colère, culpabilité, soulagement, peur, perte de contrôle, vulnérabilité. Les personnes qui se séparent disent vivre plus d'une émotion, et ces émotions sont imprévisibles. Elles peuvent se sentir heureuses et soulagées le matin, puis fâchées et blessées l'après-midi. La plupart se sentent ébranlées et vulnérables. Certaines se sentent seules et déprimées. Rappelez-vous ceci, ces sentiments sont normaux, ils ne dureront pas. Vous vous en sortirez. Les parents ont parfois l'impression d'avoir manqué à leurs engagements envers leurs enfants et doutent de leurs propres valeurs. Ces émotions et ces difficultés font tout naturellement partie de la séparation. Rappelez-vous que les sentiments ne sont pas la cause du comportement. Nous ne pouvons choisir nos sentiments, mais nous pouvons choisir la façon dont nous y réagissons. Nous pouvons réagir d'une manière qui favorise l'adaptation positive des enfants. La façon dont nous gérons nos sentiments et nos rapports avec l'autre parent ont une incidence sur la capacité d'adaptation des enfants. La perte et le deuil se vivent en 7 étapes. Votre processus de guérison individuelle peut se dérouler différemment, mais les choses se passent habituellement comme suit. Je suis d'abord sous le choc. Je me sens anéanti et effrayé. Je me coupe de tout sentiment pour faire face à la situation. La deuxième étape est le déni. Je refuse d'admettre ma douleur et mes souvenirs douloureux. Je suis dans le déni de ma souffrance et de ma douleur. La troisième étape est la colère. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Je suis visiblement en colère en raison de ma situation. La quatrième étape est le blâme. Pourquoi m'a-t-il ou elle blessé? Je blâme mon ex-conjoint pour la séparation et la situation actuelle. La cinquième étape est la transition. Je me demande pourquoi les choses ont mal tourné. Je suis encore triste et peut-être déprimée, mais je commence à m'ouvrir de nouveau aux autres. La sixième étape est l'acceptation. J'accepte que ma douleur puisse me faire grandir. Je m'engage dans une nouvelle vie et tente d'établir un bon partenariat parental avec mon ex-conjoint.
La dernière étape est la guérison. Je me sens bien avec moi-même, je sais que je peux m'en sortir, je suis confiante en ma capacité de grandir et de changer. Je peux de nouveau atteindre l'équilibre. Comme les adultes, les enfants traversent aussi les étapes de la perte et du deuil. Déni et isolement. Colère, blâme. Négociation. Dépression. Acceptation. Guérison. Comme les adultes, les enfants ne vivent pas nécessairement ces étapes dans le même ordre et la durée du processus varie d'un enfant à l'autre. Si un seul parent est présent dans la vie de l'enfant après la séparation, l'enfant croit souvent que l'autre parent n'a pas d'intérêt pour lui, parce qu'il n'est pas bon, important ou digne d'attention et d'amour. Les enfants ressentent souvent de la colère, de la tristesse, du rejet et de la culpabilité, autant d'émotions déroutantes. Ils peuvent aussi se sentir soulagés, puis éprouvent de la culpabilité par rapport à ce sentiment. Dans une situation de séparation, les enfants veulent savoir que leurs deux parents continueront de les aimer, que leurs parents cesseront de se disputer, que les deux parents seront présents dans leur vie. Et si cela n'est pas possible, qu'au moins l'un de leurs parents sera présent dans leur vie. Selon leur âge, les enfants réagissent différemment à la séparation de leurs parents. Ceux et celles dont les parents se sont séparés alors qu'ils étaient enfants le comprennent bien. En général, quand leurs parents se séparent, les enfants d'âge préscolaire se préoccupent de leur sécurité. Ils se demandent qui s'occupera d'eux. Les enfants qui fréquentent l'école primaire montrent des signes de dépression et ou de colère. Les enfants qui fréquentent l'école secondaire du premier cycle se demandent ce qui se passe. Les enfants qui fréquentent l'école secondaire remettent en question la validité des relations et de l'engagement à long terme. Honorer toute la création, tel est le respect. Témoigner du respect pour la valeur des personnes et des choses, en estimant et en reconnaissant ces dernières avec grâce. Honorer les rôles et les enseignements traditionnels. Honorer vos familles, les autres et vous-même. Ne brisez rien et ne faites de mal à personne, à l'extérieur comme à l'intérieur. L'humilité, c'est se connaître soi-même en tant que partie sacrée de la création. Et réfléchissez à la façon dont vous vous présentez. Exprimez-vous et offrez dans un esprit de déférence et de soumission. Établissez un équilibre égal entre tout ce qui vit. Reconnaissez le besoin d'équilibre de l'homme dans la vie. Maintenant que nous comprenons mieux les émotions que nous et nos enfants vivons, nous pouvons regarder ce qu'il faut faire pour équilibrer notre santé émotionnelle, physique, mentale et spirituelle et celle de nos enfants. Nous pourrons ainsi enrichir nos relations avec nos enfants, notre famille et nos amis, ainsi que rétablir les relations assombries à la suite de la séparation, à mesure que nous avançons sur le chemin de la guérison. Nous ne pouvons choisir nos sentiments, mais nous pouvons choisir la façon dont nous y réagissons. Nous pouvons réagir d'une manière qui favorise l'adaptation positive des enfants. La façon dont nous gérons nos sentiments et la qualité de nos rapports avec l'autre parent ont une incidence sur la capacité d'adaptation des enfants. Dans une petite communauté, une séparation peut avoir des répercussions sur une multitude de personnes, outre les enfants et le couple qui se séparent. Dans la communauté, les enfants et les adultes trouveront un soutien et de l'aide au cours de cette période difficile et du processus de guérison, d'abord auprès des parents qui se séparent, puis auprès de la famille immédiate, de la famille élargie, de la maison traditionnelle, des aînés dans la communauté, des membres de la communauté et enfin de l'ensemble de la nation. Il peut être extrêmement stressant pour vous et votre famille de vivre une séparation. Avant de pouvoir vous occuper de quoi que ce soit d'autre, vous devez prendre soin de vous, tant sur le plan physique qu'émotionnel.
Il est important que vous exprimiez votre tristesse par rapport à la perte de votre partenaire et à la fin des espoirs et des rêves que vous nourrissiez envers votre relation. Si vous ne pleurez pas votre perte, vous n'arriverez pas à vous détacher de la vie de votre ex-conjoint. Vous avez le droit de pleurer, de réfléchir à votre vie ou simplement de passer du temps seul. La séparation peut faire naître en vous des sentiments de colère et de ressentiment qui peuvent avoir des effets pendant des années. Des souvenirs ou des sentiments amers peuvent surgir quand vous revoyez votre ex-conjoint ou entendez parler de ce qu'il ou elle fait. Il est important que vous dissolviez votre colère et votre ressentiment d'une manière saine pour pouvoir passer à autre chose. Cette mesure implique que vous vous désengagiez de la relation et que vous établissiez une nouvelle notion de votre propre identité. C'est le passage du « nous » au « je ». Essayez de voir ce moment comme une chance de repartir à zéro. Souvenez-vous des forces que vous aviez avant la relation. Pensez à ce dans quoi vous avez toujours excellé et à ce qui vous apporte de la joie et du bonheur. C'est aussi le moment de tendre la main à des amis de confiance ou à des membres de votre famille. Vous pouvez aussi vous tourner vers des aînés et d'autres conseillers pour vous aider à démêler vos sentiments. Même si la séparation peut facilement chambarder votre routine quotidienne, évitez, dans la mesure du possible, que cela se produise. Une routine connue et la stabilité offrent un réconfort, et plus votre horaire quotidien restera le même, plus il vous sera facile de composer avec la situation. Pour votre bonne santé mentale, tenez-vous occupé, tant sur le plan social qu'intellectuel. En menant une vie active, vous pourrez enlever de votre esprit le stress que vous vivez. Si votre bien-être mental est essentiel à la gestion du stress, il en va de même de votre santé physique. Veillez à vous alimenter sainement, à faire de l'exercice régulièrement pour rester en bonne forme et à évacuer votre stress de manière productive. Ne prenez pas des décisions hâtives. Prenez tout le temps nécessaire avant de songer à amorcer un important virage dans votre vie, par exemple, changer de carrière ou entreprendre une nouvelle relation. Si vous prenez des décisions importantes dans un état de grand stress, vous pourriez le regretter plus tard. Essayez de garder une attitude positive. À certains égards, la fin de votre relation peut sembler un échec, mais vous ne devriez pas voir les choses ainsi. Pensez aux nouvelles possibilités qui s'offrent à vous et auxquelles vous n'aviez pas accès avant. Votre situation financière changera sûrement à la suite de votre séparation. À court terme, vous pourriez avoir de la difficulté à composer avec une baisse de revenus. Un plan financier différent à court et à long terme sera nécessaire. Au besoin, demandez conseil. Si vous vivez dans une réserve, adressez-vous à votre conseil de bande ou à des membres de votre famille qui pourront vous aider à vous adapter à votre nouvelle situation de logement. Si vous vivez dans un milieu urbain, visitez un centre d'amitié ou consultez le coordonnateur des services d'information de votre cour locale pour être dirigé vers des agences de logement. Quand le moment vous semble bon, faites des projets pour l'avenir. Établissez des objectifs personnels ainsi qu'un plan pour atteindre ces derniers. Il peut survenir des changements dans vos rapports avec les amis que vous aviez lorsque vous étiez en couple, mais aussi avec votre famille élargie et celle de votre ex-conjoint. Vous devez gérer ces changements d'une manière saine. Le moment est venu de rebâtir votre vie. L'objectif est d'entamer une nouvelle relation saine ou de mener une vie satisfaisante en tant que célibataire. Comme nous le savons bien, la séparation est également difficile pour les enfants.
Si vous n'êtes pas encore séparés, voici quelques suggestions sur la façon d'annoncer votre rupture à vos enfants. Ne les mettez au courant de la situation que lorsque vous aurez établi clairement ce qui se passera pour eux. Si cela est possible, l'annonce doit être faite aux enfants en présence des deux parents. Choisissez un moment et un lieu où vous ne serez ni distrait ni interrompu. Il peut aider d'annoncer la nouvelle à tous vos enfants simultanément plutôt que séparément. De cette manière, ils pourront s'épauler mutuellement. Parlez de la situation de logement futur. Dites à vos enfants qu'ils seront maintenant aimés dans 2 maisons différentes si tel est l'arrangement prévu. Parlez des besoins particuliers de vos enfants, par exemple les amis, les jouets et l'école. Permettez à vos enfants d'exprimer leur tristesse par des paroles, des dessins, des écrits ou des larmes. L'annonce de la nouvelle aux enfants peut être l'étape la plus douloureuse du processus de la séparation. Voici quelques phrases qui pourraient vous être utiles. Si votre sécurité vous préoccupe, certaines d'entre elles pourraient ne pas convenir. Vous n'êtes pas la cause de la séparation, du divorce. Nous ne vous demanderons pas de choisir entre votre père et votre mère. Nous continuerons à vous aimer, à nous occuper de vous et à répondre à vos besoins. Si vous avez déjà annoncé la nouvelle d'une autre manière, ne vous en voulez pas. Vous ne pouvez pas changer les choses que vous avez déjà dites. Tout ce que vous pouvez faire est de regarder en avant et d'essayer de nouvelles formules dont voici quelques exemples. Quand nous nous sommes rencontrés, nous nous aimions et croyions que les choses iraient bien entre nous. Ça n'a pas été une décision facile. Après avoir fait beaucoup d'efforts pour sauver la relation, nous avons conclu que nous ne pouvions plus vivre ensemble. Même si nos sentiments ont changé, la relation spéciale que nous avons avec vous, nos enfants, sera éternelle. Tes relations avec nous, tes frères et sœurs, tes grands-parents, tes tantes, tes oncles et les autres membres de la parenté continueront. Certains aspects de ces relations pourraient cependant changer. Voici ce qu'ils n'ont pas besoin de savoir. C'est la faute de l'autre parent. L'un des parents est le gentil et l'autre le vilain, même si vous le ressentez au fond de vous. Ils n'ont pas besoin de connaître les raisons pour lesquelles la relation a mal tourné. Les enfants n'ont pas à être mis au courant des problèmes de personnalité, des problèmes financiers ou des relations extra-conjugales. Cette information est trop lourde à porter pour eux. Ils n'ont absolument pas besoin d'entendre des choses négatives sur l'autre parent. Cela les placerait dans une situation de conflit émotionnel. Il arrive que les parents jouent des jeux qui placent les enfants au cœur de leur bataille. Les enfants peuvent en souffrir, car ces jeux sont souvent la conséquence de sentiments de colère et de peine non résolus à la suite de la rupture. Il est important de gérer ces émotions et d'adopter une nouvelle façon civilisée de communiquer avec l'autre parent. Voici quelques-uns des jeux auxquels se livrent habituellement les parents. Menacer pour obtenir ce que vous voulez. Si tu ne payes pas la pension alimentaire à temps, je ne te laisserai pas voir les enfants. Ici, le centre d'intérêt est votre relation avec votre ex-conjoint. Votre priorité doit être les besoins de vos enfants et non vos sentiments. Demandez aux enfants de transmettre des messages à l'autre parent. Dis à ton père de payer la pension alimentaire à temps. Jouer le rôle de messager est un lourd fardeau pour les enfants. Les parents doivent communiquer directement entre eux. Saboter le temps que l'autre parent doit passer avec l'enfant. Par exemple, Papa téléphone à son fils et lui dit qu'il a des billets pour un match sportif, mais que ce dernier n'a pas lieu pendant son week-end de garde. Papa dit à son fils de demander à sa mère. Maman dit non. L'enfant est alors en colère contre sa mère car elle lui refuse ce plaisir. essayez d'obtenir de l'information sur l'autre parent. Qui est-ce que ton père voit? Qui ta mère invite-t-elle à la maison? Les enfants n'aiment pas qu'on se serve d'eux, qu'on leur demande de trahir la confiance d'un parent, ni endurer la colère d'un parent mécontent de l'information reçue. Parlez de la façon dont vous rêveriez que les choses soient si la famille était à nouveau réunie. Un enfant peut dire à l'un de ses parents comme ce serait merveilleux si la famille était à nouveau réunie.
Le parent lui répond que oui, ça le serait. Une telle réponse peut donner de faux espoirs de réconciliation à l'enfant. Acheter à ses enfants des cadeaux coûteux ou les sortir dans des lieux extravagants. Souvent, le parent qui achète des cadeaux n'a pas les moyens de le faire, mais il a l'impression que c'est la seule façon d'avoir un lien avec ses enfants. Les enfants pourraient alors s'attendre à recevoir des cadeaux, des gâteries ou des privilèges spéciaux sur une base régulière. Ils risquent de ne pas développer une relation réaliste avec le parent ou une vision réaliste de la vie de famille. Critiquer la visite de l'enfant avec l'autre parent. Par exemple, l'enfant revient tout juste d'une sortie au zoo et le parent critique tout ce qu'il a fait là-bas. Du coup, l'enfant finit par avoir une mauvaise impression de sa journée. Dénigrer l'autre parent devant l'enfant. Les parents agissent de la sorte car ils croient qu'il s'agit de la seule façon pour eux de gagner l'affection de l'enfant ou encore pour se décharger d'une colère accumulée. D'une manière ou d'une autre, l'enfant est inévitablement blessé. Étant donné que les enfants se perçoivent comme un tout issu de leurs deux parents, ils considèrent une remarque hostile comme une attaque à une partie d'eux-mêmes. Un missile visant l'autre parent touche également l'enfant en plein cœur, entraînant de la peine ainsi qu'un sentiment de dévalorisation. Il existe d'autres façons de faciliter la transition de votre enfant. Tout d'abord, maintenez une routine quotidienne structurée et régulière, semblable à celle qui existait avant. Faites des changements lentement et discutez-en avec votre enfant. Encouragez l'enfant à jouer avec ses amis et à mener une vie normale. Essayez de maintenir l'environnement de l'enfant aussi stable que possible. Ce n'est pas une bonne idée d'effectuer trop de changements en même temps. Exemple, votre enfant peut être en train de s'ajuster au fait d'avoir un seul parent présent chaque nuit. Emménager dans un nouveau logement ou changer d'école peut s'avérer trop à la fois pour lui. Maintenez le rituel des anniversaires, des vacances, etc. Ceci aide à créer un sentiment de sécurité et aide également l'enfant à planifier et à attendre avec impatience les événements familiaux. Aidez votre enfant à se sentir libre de poser des questions. Prévenez-le d'avance de tout changement. Les enfants veulent savoir ce qui se passe dans leur vie. Dans sa détresse, il se peut que l'enfant soit en colère contre vous. Essayez de ne pas le prendre comme une attaque personnelle. Votre enfant essaie simplement de comprendre la séparation. Lorsqu'il est en colère, vous pouvez essayer d'utiliser l'approche de réponse en miroir. Cette approche consiste à répéter ce que l'enfant vient de dire. Par exemple, « Je te déteste, maman, tu as fait partir papa. » Vous pouvez répondre en miroir de la façon suivante. « En ce moment, tu as l'impression que tu me détestes parce que tu crois que c'est moi qui ai fait partir papa. » Cette technique peut aider votre enfant. Dites à votre enfant que vous l'aimez et que ce n'est pas de sa faute. À ce stade, les enfants ont plus que jamais besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'entendre encore et encore que vous les aimez inconditionnellement. Vous pouvez expliquer à votre enfant que bien que l'amour d'un adulte pour un autre adulte puisse changer, l'amour qu'un parent éprouve pour son enfant ne peut jamais changer. Dites à votre enfant que la séparation n'est pas de sa faute, qu'il a le droit de se sentir triste par rapport au changement. Évitez de le pousser à prendre parti. Certains enfants peuvent se sentir coupables de passer du bon temps avec l'autre parent. Les enfants ont besoin de limites. Il est donc important que vous en fixiez pour eux. Ils ont besoin d'un environnement stable et prévisible, avec des règles claires et d'un parent sur lequel ils peuvent compter pour respecter ces limites avec constance. Parfois, ils testent ces limites. Cependant, l'établissement de limites favorise le développement d'un sentiment de sécurité. Les enfants qui effectuent des tâches convenant à leur âge et à leurs compétences sont plus aptes à s'adapter au changement. Avancer dans la vie avec intégrité, c'est connaître l'honnêteté. Soyez sincère et digne de confiance. Dites la vérité. Acceptez les vérités et agissez sur la base de celles-ci, au moyen d'une communication directe et appropriée. Chérir le savoir, c'est connaître la sagesse. Faites preuve d'un bon jugement et sachez discerner les qualités intérieures et les relations. Faites preuve de bon sens et adoptez une attitude et un mode d'action juste. Écoutez les aînés et les chefs spirituels et appliquez leur sagesse.
Le respect signifie écouter jusqu'à ce que tout le monde a été entendu et compris. C'est seulement à ce moment que l'équilibre et l'harmonie sont possibles. La façon d'aborder un ex-conjoint sur les questions relatives à l'éducation des enfants à la suite de la séparation n'est pas toujours simple. Il est important de comprendre qu'il n'est pas toujours possible de s'entendre sur tous les points. L'intervention d'une personne de la communauté et parfois même d'un tribunal pourrait être nécessaire pour régler les différends. Nous vous présenterons maintenant de l'information qui vous aidera à traiter avec votre ex-conjoint de questions concernant la période qui suit la séparation, notamment celles qui portent sur vos enfants. Rappelez-vous qu'aucune de ces idées ou options ne s'applique si vous craignez pour votre sécurité ou si votre ex-conjoint est violent. Acceptez l'idée que vous demeurerez pour toujours des parents. La famille ne prend pas fin, elle se réorganise. Reconnaissez que vous continuez tous deux d'aimer vos enfants et que vous vous souciez mutuellement d'eux. Ceci constitue la nouvelle base de votre relation. Vous devez dissocier les besoins et les inquiétudes de vos enfants des vôtres. Souvenez-vous que vos enfants ne perçoivent pas votre ex-conjoint de la même façon que vous. Vous devez établir de nouvelles limites dans votre relation avec votre ex-conjoint. Ne vous basez pas sur vos anciens modèles, créez-en de nouveaux. Comportez-vous vis-à-vis de votre ex-conjoint comme un partenaire d'affaires dans l'éducation de vos enfants. Concentrez-vous sur les points forts de votre relation, ce que vous avez bien réussi en tant que parent, et misez sur ceux-ci. De plus, n'oubliez pas que selon le type de relation que vous avez avec votre ex-conjoint, certains modes de communication pourraient mieux convenir. Par exemple, en personne, au téléphone, par courriel, message texte, télécopieur ou courrier postal. Faites en sorte que la communication soit brève et axée sur les questions liées à l'enfant. Communiquez clairement et précisément la nature du problème. Ne communiquez jamais avec l'autre parent par l'intermédiaire de l'enfant. Soyez courtois et respectueux vis-à-vis de l'autre parent et veillez à vous comporter comme un invité lorsque vous êtes à son domicile. N'attendez pas de signes d'appréciation ou d'éloge de la part de l'autre parent. Évitez de vous blâmer vous-même ou de blâmer votre ex-conjoint pour ce qui s'est passé autrefois dans votre relation. Ne discutez pas de questions liées à votre relation. N'attisez pas la colère de l'autre parent. Restez calme et ne réagissez pas. Ayez des solutions possibles à suggérer. Ne répondez pas aux courriels injurieux. Il est important de connaître les questions d'ordre juridique liées à la séparation. Celles-ci vous aideront à déterminer les prochaines étapes à suivre. Si vous êtes marié, la seule façon de mettre légalement fin à votre mariage est d'obtenir le divorce. Pour ce faire, vous devez aller en cours, mais si vous et votre ex-conjoint parvenez à vous entendre, vous n'aurez peut-être pas besoin de comparaître devant un juge. Dans bon nombre de cas, les parties peuvent simplement déposer un affidavit qui est examiné par le juge à son bureau. Vous ne pouvez pas vous remarier avant que le divorce ait été officiellement prononcé. Il existe 3 façons de démontrer que votre mariage est un échec. Les époux ont vécu séparément pendant au moins 1 an avant le prononcé de la décision sur l'action en divorce. L'époux contre qui le divorce est demandé a commis l'adultère. L'époux contre qui le divorce est demandé a traité physiquement ou mentalement l'autre époux avec cruauté, ce qui rend intolérable le maintien de la cohabitation. Le foyer conjugal est la résidence où vit la famille. Il s'agit souvent du bien le plus précieux qu'elle possède. Les règles qui régissent le traitement du foyer conjugal diffèrent selon l'emplacement, c'est-à-dire à l'intérieur ou à l'extérieur d'une terre de réserve. Les communautés des Premières Nations gèrent leurs terres de réserve en vertu de la loi sur les Indiens, la loi sur la gestion des terres des Premières Nations ou d'une entente sur l'autonomie gouvernementale. En vertu de la loi sur les Indiens, la bande n'est pas propriétaire des terres de réserve, mais elle a le droit de les utiliser. Les bandes utilisent différents systèmes pour attribuer les terres et les logements dans les réserves. Il peut s'agir d'une terre pour laquelle une personne détient un certificat de possession, d'une terre utilisée par une personne ou les membres d'une famille en vertu d'une tradition ou d'une coutume.
Les tribunaux de l'Ontario n'ont pas le pouvoir de gérer les foyers conjugaux situés dans les réserves. Par exemple, un tribunal ne peut pas ordonner au conjoint détenant un certificat de possession de quitter le foyer conjugal pour que l'autre conjoint puisse y vivre. Il ne peut pas non plus prendre des décisions concernant la division du foyer conjugal. Même si le nom des deux conjoints figure sur leur certificat de possession, un juge n'a pas le pouvoir de décider qui des deux peut rester. Cela signifie que le conjoint qui a la garde des enfants pourrait devoir quitter la réserve avec les enfants s'il n'a pas accès à un autre logement. Le tribunal peut toutefois ordonner à l'un des conjoints de payer à l'autre un montant équivalent à sa part de la valeur du foyer conjugal. Si le foyer conjugal est situé à l'extérieur d'une réserve, les deux conjoints ont le droit d'y vivre, peu importe si l'un d'eux en était le seul propriétaire avant le mariage. Si les deux parties ne peuvent s'entendre sur ce qui restera et partira, il est possible de demander à un tribunal de rendre une ordonnance de possession exclusive. Le tribunal peut aussi ordonner la vente de la maison et donner des instructions sur le partage du produit de la vente. La loi stipule également que même si le foyer conjugal appartenait à un seul conjoint avant le mariage, sa valeur doit être répartie également entre les conjoints. La même loi s'applique tant aux couples mariés de même sexe qu'aux couples mariés de sexe opposé, mais elle ne s'applique cependant pas aux conjoints de fait. Il n'existe pas de mesure législative qui oblige les conjoints de fait à partager leurs biens. Généralement, ces couples n'ont pas les mêmes droits que les couples mariés concernant le partage de la valeur des biens, y compris dans certains cas la résidence où ils vivent, sauf si les biens sont enregistrés sous les deux noms ou ont été payés par les deux personnes. Si vous avez un conjoint de fait et envisagez de réclamer des biens, il est suggéré de demander conseil à un avocat ayant de l'expérience en droit familial. En vertu de la loi sur le droit de la famille de l'Ontario, un mariage est un partenariat fondé sur l'égalité. Lorsqu'un mariage prend fin, le partenariat est dissous et les biens doivent être partagés. La loi reconnaît l'égalité de la contribution de chaque époux, stipule que la valeur de tout bien acquis par un conjoint pendant le mariage et qui existe encore au moment de la séparation doit être partagée en parts égales entre les conjoints, y compris le foyer conjugal. De plus, toute augmentation de la valeur d'un bien que possédait un conjoint au moment du mariage doit être partagée. Le paiement qui doit être versé à l'un des conjoints afin d'effectuer ce partage est appelé un paiement d'égalisation ou une égalisation des biens familiaux nets. Parfois, la loi sur les Indiens peut être appliquée pour protéger les biens d'un enfant autochtone vivant dans une réserve. Le ministère peut administrer tous les biens auxquels les enfants mineurs d'Indiens ont droit, ou en assurer l'administration, et il peut nommer des tuteurs à cette fin. Certains couples mariés ont signé un contrat de mariage ou un accord prénuptial. Si vous avez conclu un tel accord, vous devez vous y reporter, car il pourrait prévoir une approche différente de partage des biens ou de paiement de pension alimentaire. Contrairement aux couples mariés, il n'existe pas de mesure législative qui oblige les conjoints de fait à partager leurs biens. Habituellement, les maisons, les meubles, les effets ménagers et les autres biens appartiennent à la personne qui les a achetés. Toutefois, si vous avez contribué financièrement ou autrement aux biens que possède votre partenaire, vous pourriez être en mesure de réclamer une part de leur valeur. Si vous avez un conjoint de fait et envisagez de réclamer des biens, il est suggéré de demander conseil à un avocat ayant de l'expérience en droit familial. Les décisions relatives aux enfants doivent toujours être prises dans l'intérêt véritable de ces derniers. Au moment de la séparation, vous devez prendre des décisions importantes. Avec qui vos enfants vivront-ils? Quel rôle la famille élargie jouera-t-elle après la séparation? À combien devrait s'élever la pension alimentaire? À quelle école vos enfants iront-ils? Quelle sera l'éducation spirituelle de vos enfants? Quels médecins vos enfants consulteront-ils? Quand vos enfants verront-ils le parent ou les membres de la famille avec qui ils ne vivront pas? Dans la mesure du possible, il est dans l'intérêt véritable de l'enfant d'avoir une relation étroite, stable et continue avec les deux parents.
Cela est parfois impossible, en particulier dans les cas de violence envers le parent ou l'enfant. S'il est possible pour les deux parents de maintenir une relation étroite avec l'enfant, les avantages sont nombreux. Par exemple, la présence des deux parents fait en sorte que l'enfant bénéficie d'un soutien double pour composer avec la séparation, aide l'enfant à se développer affectivement de manière saine, aide l'enfant à ne pas ressentir un conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents, allège le sentiment de culpabilité de l'enfant, assure la continuité de l'autorité parentale, favorise l'apport d'un soutien financier de la part des parents, permet à l'enfant de maintenir ses rapports avec sa famille élargie, démontre que les parents sont capables de mettre leurs différends de côté pour s'unir dans leur rôle de parents. Un plan parental est un document qui énonce les décisions prises par les parents pour élever leurs enfants. Par exemple, il décrit la manière dont chaque parent passera du temps avec les enfants. Les parents s'échangeront de l'information entre eux. Les parents prendront les décisions relatives aux enfants. Les parents géreront les autres questions liées à leur rôle de parents. Lorsque vous déterminez les dispositions à prendre dans l'intérêt véritable des enfants, différentes options s'offrent à vous. Votre conjoint et vous pouvez conclure un accord. Votre conjoint et vous pouvez obtenir de l'aide afin de parvenir à un accord en faisant appel à une tierce partie neutre, par exemple un médiateur. Votre conjoint et vous pouvez négocier un accord en faisant chacun appel à un avocat. Vous pouvez aller en cour et demander à un juge de trancher. Un plan parental peut être un accord non officiel conclu entre les deux parents ou encore faire partie de l'accord de séparation ou de l'ordonnance du tribunal. Si les dispositions sont officieuses, il pourrait être difficile de les appliquer. Dans la mesure du possible, collaborez avec votre ex-conjoint. C'est dans le meilleur intérêt de vos enfants. Si vous n'arrivez pas à vous entendre ou s'il y a présence de violence dans la relation, il est préférable qu'un juge prenne les décisions. Les parents autochtones vivant dans une réserve sont assujettis aux lois provinciales à condition que celles-ci n'entrent pas en conflit avec la loi sur les Indiens. Les Métis et les Indiens non inscrits sont assujettis à la loi provinciale sur le droit de la famille. Toutes ces lois sur les responsabilités parentales sont axées sur l'intérêt véritable de l'enfant. Dans l'ensemble, elles s'appliquent donc aux Autochtones, peu importe leur statut. Lorsque les parents se séparent et ne sont pas en mesure de parvenir à un accord relativement à leur rôle de parent, la loi stipule que le juge doit tenir compte des éléments ci-dessous pour prendre une décision dans le meilleur intérêt de l'enfant. L'amour, l'affection et les liens affectifs qui existent entre l'enfant et chaque personne qui a le droit de garde ou de visite ou qui le demande, les autres membres de la famille de l'enfant qui vivent avec lui, les personnes qui s'occupent de l'enfant et l'éduquent. Le point de vue et les préférences de l'enfant, s'ils peuvent être déterminés, le temps que l'enfant a vécu dans un foyer stable, la capacité et la volonté de chaque personne qui demande par requête la garde de l'enfant de lui donner des conseils et de s'occuper de son éducation, répondre aux besoins essentiels de l'enfant, répondre aux besoins particuliers éventuels de l'enfant. Tout projet mis de l'avant pour l'éducation de l'enfant. Le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l'on propose de placer l'enfant. L'aptitude de chaque personne qui demande la garde ou le droit de visite à agir en tant que père ou mère. Les liens de sang ou d'adoption qui existent entre l'enfant et chaque personne qui demande la garde ou un droit de visite. Dans l'évaluation visant à déterminer si une personne est apte à s'occuper de l'enfant, le tribunal doit tenir compte de la conduite antérieure, c'est-à-dire si elle a déjà usé de violence à l'endroit d'un enfant ou de son conjoint. Lorsque les parents vivent ensemble, ils ont tous deux la garde de l'enfant. Avoir la garde d'un enfant signifie pour un parent le pouvoir de prendre les décisions importantes à son sujet. Par exemple, en ce qui a trait à l'éducation, à la religion, aux traitements médicaux et à la gestion des biens de l'enfant. Parfois, la garde d'un enfant peut relever d'une personne autre qu'un parent, par exemple une tante ou un grand-parent. Lorsque les parents se séparent, 4 types de garde sont possibles. La garde unique et entière signifie qu'une seule personne a la responsabilité de s'occuper de l'enfant et de l'élever, et est autorisée à prendre les décisions importantes le concernant.
En général, l'enfant vit principalement avec la personne qui en a la garde unique et entière, mais ce n'est pas toujours le cas. La garde conjointe signifie que deux personnes, habituellement le père et la mère, s'occupent de l'enfant et prennent les décisions qui le concernent. Cela ne signifie pas nécessairement que l'enfant passera un temps égal avec les deux parents. La garde partagée signifie que le père et la mère prennent ensemble les décisions relatives à l'enfant et sont tous deux responsables de ce dernier. Selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, la garde partagée signifie que l'enfant habite au moins 40% du temps avec chaque parent. La garde exclusive exercée par chacun des parents signifie que le père et la mère ont eu plus d'un enfant ensemble et au moins un enfant vit principalement avec l'un ou l'autre des parents. Un juge peut décider lequel des arrangements convient par une ordonnance du tribunal. Dans certains cas, une ordonnance provisoire ou temporaire est rendue, notamment si la situation évolue ou change constamment. Si la situation change, une nouvelle ordonnance peut être demandée au tribunal. Le droit de visite a trait au droit de l'enfant de passer du temps avec le parent avec qui il ne vit pas ou de le visiter. D'autres adultes avec qui l'enfant ne vit pas, par exemple un grand-parent, peuvent aussi obtenir un droit de visite. Un accord ou une ordonnance du tribunal peut énoncer clairement les journées et les heures où il est possible de voir l'enfant. Les accords qui stipulent clairement les modalités des droits de visite permettent aux enfants de savoir à quoi s'attendre et aux parents de savoir ce qui est attendu d'eux. L'éventualité de conflit est ainsi réduite. Si la violence et un mauvais traitement sont en cause, le tribunal peut ordonner un droit de visite supervisé, dans le cadre duquel le parent concerné ne peut être laissé seul avec l'enfant. Une autre personne doit être présente en tout temps pour veiller à la sécurité de l'enfant. Si la sécurité de l'enfant est menacée en présence d'un parent, le tribunal peut ordonner une interdiction de visite. Si vous allez en cours, vous devrez faire un témoignage sur les besoins de vos enfants et sur les dispositions parentales qui pourraient fonctionner pour votre famille. Rassemblez toute l'information pertinente, par exemple les bulletins scolaires, les rapports médicaux, des lettres des éducateurs et des entraîneurs, des photographies de vos enfants avec votre famille élargie, etc. Si une situation d'inégalité du pouvoir ou d'abus existe au sein de la relation, vous pourriez avoir besoin d'une assistance spéciale lorsque vous décidez des arrangements parentaux qui sont dans l'intérêt véritable de l'enfant. Dans certains cas, l'une des parties ou les deux expriment ses préoccupations par rapport à l'aptitude de l'autre personne à s'occuper des enfants. Ces cas touchent parfois des problèmes de santé mentale ou de dépendance, et l'intervention d'un professionnel de la santé mentale, tel qu'un travailleur social, un psychologue ou un psychiatre, peut être nécessaire. Dans de telles situations, les parties peuvent s'entendre ou le tribunal peut ordonner que la famille soit soumise à une évaluation de la garde et du droit de visite. L'évaluateur est une partie neutre qui n'a de lien avec aucun membre de la famille. Il s'entretient avec chaque parent, les enfants et toute autre personne pouvant détenir de l'information pertinente, par exemple des membres de la famille, les professeurs des enfants, les médecins et les autres professionnels intervenant auprès de la famille. L'évaluateur soumet un rapport au tribunal, lequel décrit les besoins des enfants ainsi que la capacité et la volonté de chaque parent d'y répondre. Le rapport peut inclure des recommandations sur la façon dont les enfants devraient passer du temps avec chaque parent et dont les décisions devraient être prises sur le droit d'un parent de déménager avec les enfants, etc. Même s'il ne revient pas à l'évaluateur de prendre la décision concernant la garde et le droit de visite, le juge accordera une grande importance au rapport d'évaluation au moment de trancher sur ces questions. Le coût d'une évaluation est habituellement partagé entre les parents et peut être très élevé. Pour certaines familles, une autre option consiste à obtenir une évaluation du bureau de l'avocat des enfants. Le bureau de l'avocat des enfants peut nommer un enquêteur clinique, habituellement un travailleur social, qui mènera l'évaluation. Il n'y a aucun frais rattaché à ces services. Le bureau de l'avocat des enfants intervient dans un cas si le tribunal le lui demande. Les parents peuvent demander à un juge de rendre une ordonnance permettant au bureau de l'avocat des enfants d'intervenir et le juge suggérera parfois qu'une recommandation soit faite. Le bureau de l'avocat des enfants décidera s'il interviendra
et déterminera le type d'assistance qu'il offrira. Le droit de visite n'est pas lié à la pension alimentaire pour enfants. La loi n'établit pas de lien entre le droit d'un enfant de voir ses deux parents et l'obligation du parent payeur d'effectuer des versements périodiques de ladite pension. Lorsque les parents se séparent, chaque parent a l'obligation légale de subvenir financièrement aux besoins de leurs enfants. Habituellement, le parent qui ne vit pas avec l'enfant verse une pension alimentaire à l'autre parent pour l'aider à répondre à certains besoins financiers de l'enfant. L'enfant en question peut être un enfant biologique, un enfant adopté, un enfant issu d'un mariage antérieur ou un enfant pour qui un adulte joue le rôle de parent. Les enfants de parents vivant en union libre ont les mêmes droits que les enfants des couples mariés en ce qui a trait au versement d'une pension alimentaire. Les juges du tribunal de la famille s'appuient sur les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pour déterminer le montant de la pension alimentaire à verser. Ces lignes directrices sont des règles de droit qui servent à établir le montant juste des pensions alimentaires pour enfants. Elles tiennent compte du revenu du parent payeur et du nombre d'enfants à qui sera versée une pension. Les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants sont conçues afin de garantir que l'enfant continue à bénéficier du soutien financier des deux parents après la séparation, d'aider les parents à calculer le montant de la pension alimentaire pour enfants, de réduire les conflits et les tensions entre les parents en établissant des règles visant à déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfants. Dans certains cas, le tribunal peut ordonner que le montant de la pension alimentaire soit supérieur à celui établi par les lignes directrices si l'enfant occasionne des dépenses spéciales, par exemple les frais de garde, les frais de scolarité pour l'école privée, les frais d'inscription à une équipe de hockey et les frais liés aux appareils dentaires. Dans de très rares cas, le tribunal peut aussi ordonner que le montant de la pension alimentaire soit inférieur à celui établi par les lignes directrices s'il juge que ce montant pourrait causer un préjudice indu. Dans de tels cas, le parent demandant la réduction du montant doit prouver que la contrainte est excessive et que le niveau de vie de son foyer est inférieur à celui du foyer de son enfant. La loi sur les Indiens prend aussi quelques dispositions relativement au soutien financier des personnes à charge. Par exemple, le ministère peut ordonner que les paiements de rente ou d'intérêt auxquels un Indien a droit soient appliqués au soutien du conjoint ou de la famille de celui-ci. Pour en savoir plus sur la pension alimentaire pour les enfants et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, visitez le site Web du ministère du procureur général. Lorsqu'il y a rupture de l'union, la loi considère les relations conjugales comme un partenariat économique pour déterminer si une pension alimentaire devrait être payée. Dans la vie d'un couple, l'un des deux conjoints passe souvent plus de temps à s'occuper du ménage et des enfants. Cette personne n'a pas la possibilité de gagner beaucoup d'argent sur le marché du travail ou d'acquérir des compétences et une meilleure rémunération dans un métier ou une profession, ou encore de contribuer à un régime de retraite sur une longue période. Lorsque la relation prend fin, cette personne est défavorisée économiquement et pourrait avoir besoin d'un soutien financier. Selon la loi, les adultes doivent subvenir à leurs propres besoins au mieux de leurs aptitudes. Or, la loi reconnaît également qu'une personne pourrait avoir besoin d'un soutien financier continu de son ex-conjoint pour atteindre l'autonomie et ainsi éviter de graves difficultés financières. Pour établir le montant de la pension alimentaire qui devrait être payée par un conjoint à l'autre, la loi stipule que les juges doivent tenir compte de ce dont le conjoint qui demande la pension a besoin pour vivre et de ce que l'autre conjoint est en mesure de payer. En général, les personnes qui ont vécu ensemble pendant une courte période ne seront en mesure d'obtenir une pension qu'à court terme. Une pension alimentaire peut donner au conjoint la possibilité de retourner à l'école ou de suivre une formation en vue d'obtenir un emploi. Après des années passées hors du marché du travail ou dans des emplois peu rémunérés, certaines personnes pourraient ne jamais être en mesure d'atteindre l'autonomie financière. Leur conjoint pourrait alors devoir leur verser une pension alimentaire à long terme. Voici certains aspects qui sont pris en considération. L'âge et la santé du couple, les possibilités d'emploi offertes, l'effet que la relation a eu sur les possibilités d'emploi, la contribution aux soins de la famille pendant la relation,
la contribution à la carrière du conjoint, le niveau de vie de la famille avant la séparation, le temps qu'il faudra au conjoint pour qu'il devienne autonome, et la nécessité de rester à la maison pour s'occuper de jeunes enfants ou d'enfants adultes handicapés. Le gouvernement fédéral a établi des lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux pour aider les conjoints à déterminer le montant de la pension alimentaire qui devrait être versée. Ces lignes directrices proposent une échelle de montant de pension alimentaire pour époux en fonction de la situation particulière du conjoint et des montants accordés dans des situations similaires. Elles ne sont pas obligatoires, mais ont été conçues pour vous aider à vous entendre concernant le montant de la pension. Elles ne s'appliquent qu'aux couples mariés. Les conjoints de fait peuvent aussi demander une pension alimentaire s'ils ont vécu ensemble pendant plus de 3 années ou encore pendant moins de 3 années s'ils ont eu ou adopté un enfant. La loi sur les Indiens prend aussi quelques dispositions relativement au soutien financier des personnes à charge. Par exemple, le ministère peut ordonner que les paiements de rente ou d'intérêt auxquels un Indien a droit soient appliqués au soutien de l'époux ou conjoint de fait ou de sa famille. Pour en savoir plus sur les lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaire pour le conjoint, visitez le site Web du ministère du procureur général. Toutes les ordonnances alimentaires rendues en Ontario sont automatiquement soumises au Bureau des obligations familiales, le BOF. Le BOF traite à la fois les pensions alimentaires pour enfants et les pensions alimentaires pour conjoints afin que les dites pensions soient bel et bien versées avec régularité. Il prend aussi des mesures pour exécuter les ordonnances alimentaires qui ne sont pas payées à temps ou intégralement. Lorsqu'un tribunal ordonne à une personne de verser une pension alimentaire régulière, il rend aussi une ordonnance de retenue de la pension alimentaire et envoie cette dernière au BOF aux fins d'exécution. Si votre arrangement de pension alimentaire est prévu dans un contrat familial, tel qu'un contrat de mariage, un accord de séparation, un accord de cohabitation ou un accord de paternité, vous pourrez quand même faire traiter les paiements de la pension alimentaire par le BOF, mais vous devrez d'abord déposer votre contrat familial auprès du tribunal conformément à la procédure prévue dans la loi sur le droit de la famille et le règlement du tribunal. Une fois le contrat familial déposé auprès du tribunal, il pourra être transmis au BOF qui pourra percevoir pour vous les paiements de pension alimentaire. La loi sur les Indiens limite la possibilité pour les gouvernements provinciaux de promulguer des lois qui ont une incidence sur les biens ou le revenu des Indiens inscrits vivant dans une réserve. Par conséquent, la capacité du BOF d'exécuter une ordonnance alimentaire dépend du statut du payeur et de la personne bénéficiaire des pensions alimentaires, à savoir s'ils sont des Indiens inscrits ou non inscrits. La loi sur les Indiens protège le revenu et les biens détenus dans une réserve par un Indien inscrit, à moins que le bénéficiaire soit aussi un Indien inscrit. Si le payeur des pensions alimentaires et le bénéficiaire ou les enfants sont des Indiens inscrits, la loi sur les Indiens ne limite pas le champ d'action du BOF. Si le payeur accumule des arrérages et ne conclut pas un plan de paiement, il est passible de mesures d'exécution, notamment la saisie-arrêt de compte bancaire, le signalement du payeur au bureau de crédit et la saisie des gains de loterie. Si le bénéficiaire des pensions alimentaires ou les enfants ne sont pas des Indiens inscrits, le BOF ne peut pas prendre de mesures d'exécution visant le revenu gagné et les biens détenus dans une réserve par le payeur. Il peut cependant prendre d'autres mesures d'exécution, par exemple, signifier un avis de retenue des aliments sur le revenu hors réserve, enregistrer un privilège ou déposer un bref de saisie-exécution de biens hors réserve, suspendre le permis de conduire du payeur, et convoquer le payeur à une audience sur le défaut qui pourrait aboutir à une peine d'emprisonnement de 180 jours. Sauf dans une situation où le bénéficiaire ou l'enfant n'est pas un Indien inscrit, le BOF peut agir au nom du demandeur pour recouvrer l'argent qui lui est dû si l'ordonnance de paiement d'une pension alimentaire ou le contrat familial est enregistré auprès de celui-ci. Le BOF peut,
Demandez la tenue d'une audience concernant le défaut durant laquelle le payeur devra expliquer à un juge pourquoi la pension alimentaire n'est pas payée. Si le juge n'est pas convaincu de l'explication, il peut ordonner le paiement de la pension alimentaire. Dans les cas extrêmes, un juge peut faire incarcérer le payeur pour non-paiement de la pension alimentaire. Saisir le salaire du payeur et traduire en justice l'employeur du payeur s'il ne se conforme pas à l'avis de saisie-arrêt ou s'il n'en tient pas compte. Procéder à la saisie-arrêt du compte bancaire du payeur. Saisir le REER du payeur. Enregistrer l'ordonnance alimentaire comme une charge sur la maison du payeur, un autre bien immeuble ou un bien personnel. Déposer un bref contre les biens du payeur. Demander des dossiers contenant de l'information sur l'emploi du payeur et les circonstances financières et l'adresse de toute personne ou organisme public. Traduire en justice l'employeur du payeur s'il ne se conforme pas à une ordonnance de retenue de la pension alimentaire ou s'il n'en tient pas compte. Saisir l'argent que le gouvernement fédéral doit aux payeurs, notamment les remboursements d'impôts sur le revenu et les prestations d'assurance-emploi. Communiquer le montant de la pension alimentaire exigible par le payeur à une agence de crédit. Saisir les gains de loterie du payeur si le prix dépasse 1 000 $ et si le billet de loterie a été gagné en Ontario. Suspendre le permis de conduire du payeur ou suspendre les permis ou privilèges fédéraux du payeur comme un brevet de pilote ou un passeport canadien. Pour en savoir plus sur le BOF, visitez le site Web du Bureau des obligations familiales. Il n'est pas toujours possible pour les parents de régler leurs différends entre eux. Ils pourraient devoir demander l'intervention d'une tierce partie pour aider à trouver une solution. Bien entendu, aller en cours constitue une option, mais avant d'en arriver là, examinons les différences entre un accord et un recours judiciaire. L'établissement d'un accord entre les deux conjoints n'est pas très coûteux et prend habituellement moins de temps. Il s'agit d'un processus coopératif. Les conjoints établissent leurs propres modalités, l'accent est mis sur une solution bénéfique aux deux parents et les différends sont réduits. Le recours au tribunal peut être coûteux et prend habituellement plus de temps. Il s'agit d'un processus compétitif. Le juge décide, il y a un gagnant et un perdant, et les différences sont accrues. Avant d'examiner les options de règlement des différends faisant intervenir des parties tierces, parlons des situations dans lesquelles vous et votre ex-conjoint vous entendez. Si vous êtes capable de vous parler ouvertement et de vous entendre sur les dispositions relatives aux enfants, et si des problèmes de sécurité ne sont pas en jeu, vous pouvez établir ensemble un plan parental. Il peut être utile de mettre votre accord par écrit après avoir obtenu un avis juridique. Rappelez-vous ceci, si vous vous sentez menacé par l'autre parent, méfiez-vous des négociations à l'amiable. Consultez un conseiller en justice familiale, un auxiliaire parajudiciaire autochtone, le travailleur social de votre bande, un intervenant en matière de soutien des familles, un conseiller ou un aîné. Voici quelques lignes directrices pour une négociation à l'amiable. Avant de vous rencontrer, rassemblez toute l'information et tous les faits. Choisissez un lieu de rencontre neutre et un moment propice à un entretien sans interruption. Décidez ensemble des règles qui vous permettront de dialoguer respectueusement. Par exemple, vous pouvez tous les deux convenir de clore l'entretien si l'un de vous commence à hausser la voix, à interrompre l'autre et à le blâmer pour la séparation. Énoncez clairement les points liés aux enfants dont vous voulez discuter. Ne déviez pas du sujet. Ne revenez pas sur les fautes et les problèmes du passé. Demandez à l'autre personne de vous donner son avis. Écoutez attentivement ce qu'elle a à dire. Si vous ne comprenez pas son point de vue, demandez-lui des clarifications. Cherchez des solutions ensemble et présentez vos solutions sous la forme de suggestions plutôt que de demandes. Assurez-vous que vous êtes tous les deux d'accord sur la solution que vous voulez adopter. Précisez qui doit faire quoi, quand et où. Par exemple, si la question porte sur le moment où l'autre parent passe du temps avec les enfants, vous devez avoir un plan établissant le mode de transfert ainsi que les horaires d'arrivée et de départ des enfants. Décidez si besoin est de vous rencontrer à nouveau pour voir si les conditions de votre accord sont satisfaisantes. À la fin de la rencontre, faites des commentaires positifs tels que « Je me sens plus à l'aise à ce sujet » ou « Je suis contente que nous ayons pu régler cette question ensemble ».
Sur le plan juridique, il n'est pas nécessaire de conclure un accord de séparation ou d'obtenir une ordonnance du tribunal, mais en mettant par écrit les modalités convenues, tout est clair et le risque de confusion ou de problèmes futurs est réduit. Un accord écrit est un contrat établi entre les deux conjoints qui précise les points d'entente. Un accord écrit peut inclure toutes vos décisions concernant la garde, les droits de visite et la pension alimentaire pour enfants. Il peut aussi préciser les modalités de partage des biens et si l'un des parents soutiendra l'autre financièrement. N'oubliez pas de suivre les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et de toujours prendre les décisions relatives aux enfants dans le meilleur intérêt de ces derniers. L'accord doit être signé par les deux parties. Il peut être utile de consulter un avocat avant de le signer pour vous assurer que vos droits sont protégés. Votre partenaire et vous devriez consulter un avocat différent. S'il s'agit d'une option possible pour vous, il est recommandé de déposer l'accord auprès du tribunal. Si des problèmes surviennent plus tard, vous pourrez alors montrer au juge ce sur quoi vous et votre conjoint vous étiez entendus. Les juges prennent ces accords très au sérieux, surtout si les conjoints ont tous les deux reçu un avis juridique. Vous pouvez également convertir votre accord en une ordonnance sur consentement, laquelle constitue une ordonnance officielle rendue par un juge pour confirmer l'accord avant la signature de ce dernier. Des programmes communautaires de règlement des différends pourraient être offerts dans votre communauté pour aider les ex-conjoints à régler les différends familiaux qui ne sont pas en mesure de régler ensemble. Pour connaître les programmes dont pourrait bénéficier votre famille, vous pouvez consulter un aîné de votre communauté ou le bureau du conseil de bande. Le droit familial collaboratif constitue une autre option de règlement des différends. Cette approche diffère d'une négociation traditionnelle, dans le cadre de laquelle un avocat représente chacune des parties et dirige la négociation. En optant pour le droit familial collaboratif, les deux ex-conjoints négocient avec l'assistance de leur avocat. Le tribunal ne constitue pas une option pour les avocats qui participent à des négociations en droit familial collaboratif. Si les négociations sont rompues ou si les ex-conjoints décident d'aller en cours, leurs avocats et le cabinet de ces derniers ne peuvent les représenter au tribunal. Pour en savoir plus sur le droit familial collaboratif ou pour trouver un avocat spécialisé sur cette question, visitez le site web de l'Ontario Collaborative Family Law Federation. Jusqu'à maintenant, nous vous avons présenté deux options de négociation avec votre ex-conjoint. La médiation constitue la troisième option, laquelle nécessite l'intervention d'un médiateur pour aider les deux parties à parvenir à une entente. La médiation ne convient pas. Si l'une des parties refuse d'y participer, si l'une des parties ne se sent pas en sécurité avec l'autre, s'il y a ou y a eu une relation de violence, si vos enfants courent un grand danger. Un médiateur est une personne impartiale qui peut vous aider à établir un plan avec votre ex-conjoint pour régler les questions juridiques liées à la séparation. Un médiateur familial s'assoit avec les deux parties pour discuter des problèmes et trouver une solution à ces derniers en vue de parvenir à une entente. Les ex-conjoints prennent toutes les décisions. Les séances peuvent être confidentielles ou ouvertes et le médiateur peut devoir communiquer le résultat au tribunal. Avant le début de la médiation, les parties doivent se soumettre à un processus d'examen. Le médiateur s'entretient avec chacune des parties séparément afin de vérifier si la médiation convient à la situation et si des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires. Il est important que vous choisissiez un médiateur avec qui vous vous sentez à l'aise. Vous devez sentir que cette personne est à votre écoute et que votre point de vue est pris très au sérieux. Vous devez interroger le médiateur sur ses compétences et son expérience, notamment auprès des familles autochtones. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites appel à un autre médiateur. Vous pouvez recourir à la médiation ou à la conciliation, même si vous allez en cours. Souvent, les gens font appel à la médiation ou à la conciliation tout en poursuivant une action en justice. Si vous discutez d'une question en médiation, vous pouvez parallèlement obtenir un avis juridique. Si les deux parties sont en mesure de s'entendre, un procès est évité. Dans le cadre de la médiation, il est important d'obtenir un avis juridique indépendant sur les questions abordées.
La médiation diffère d'un avis juridique et idéalement, votre ex-conjoint et vous devriez chacun obtenir un avis juridique avant le début de la médiation et à mesure que sont résolues les questions pendant le processus de médiation. Habituellement, le médiateur note les résultats de la médiation dans un protocole d'entente. Ce document ne lie juridiquement les deux parties qu'au moment où il est inclus dans un accord de séparation ou une ordonnance du tribunal. Pour en savoir plus sur les services de médiation offerts à la Cour la plus près de chez vous, visitez le site Web du ministère du procureur général. Pour en savoir plus sur les modes alternatifs de règlement des différends ou pour trouver un médiateur familial qualifié dans votre région, visitez le site Web de ADR Institute of Ontario. Tout comme la médiation, l'arbitrage est un processus volontaire, mais il est plus officiel et il est similaire au processus judiciaire. Les deux parties doivent accepter de participer et sont responsables des frais liés au processus. Un arbitrage réussi débouche sur une décision arbitrale sur les questions qui ont été confiées à l'arbitre. Le processus d'arbitrage est plus rapide que le processus judiciaire et permet aux participants de choisir l'arbitre convenant à leur cas. Avant que puisse avoir lieu l'arbitrage, votre ex-conjoint et vous devez chacun vous soumettre à un examen pour déterminer s'il y a eu de la violence conjugale et un déséquilibre de pouvoir. La personne qui effectue l'examen doit soumettre un rapport à l'arbitre avant le début du processus d'arbitrage. Un avis juridique indépendant est obligatoire pour les arbitrages familiaux, ce qui veut dire que vous devez consulter un avocat. Les décisions arbitrales prises sans que les deux parties aient préalablement reçu un avis juridique indépendant ne seront pas exécutoires devant un tribunal. Une convention d'arbitrage familial ne peut être exécutoire que si certains critères sont respectés. Pour en savoir plus sur ces critères et sur l'arbitrage en général, visitez le site Web du ministère du procureur général. Il est important que vous choisissiez un avocat avec qui vous vous sentez à l'aise. Voici quelques questions que vous devriez vous poser avant d'arrêter votre choix. Mon avocat est-il une personne de confiance? Mon avocat comprend-il les questions qui touchent les familles autochtones? Mon avocat est-il sensible aux questions de sécurité et de déséquilibre du pouvoir? Mon avocat m'explique-t-il les options possibles sans faire de choix pour moi? Mon avocat est-il sensible aux démarches émotionnelles et psychologiques qui découlent d'une séparation? Mon avocat sait-il que lorsqu'il y a des enfants, le concept de victoire n'a pas sa place? Mon avocat comprend-il que, pour les enfants, l'amertume et les conflits peuvent être bien plus dévastateurs que la séparation elle-même? Mon avocat est-il prêt à essayer des négociations au cours desquelles je n'aurai pas à me retrouver face à face avec mon ex-conjoint? Mon avocat croit-il que faire appel au tribunal pour résoudre les disputes familiales doit constituer un recours de dernière instance? Nous laisserons le juge décider pour nous, seulement si nous n'arrivons pas à nous entendre. Si vous ne répondez pas oui à toutes ces questions à propos de votre avocat, il est souhaitable que vous changiez d'avocat. Si vous et votre conjoint n'arrivez pas à vous entendre ou s'il y a une situation de violence dans la relation, vous devrez sans doute aller en cour et demander à un juge de rendre une ordonnance sur les questions de la garde, de la pension alimentaire pour enfants, des avoirs, des dettes et des biens. Mais rappelez-vous que l'option du recours judiciaire est celle qui vous confère le moins de poids dans la décision. Aller en cour peut aussi coûter très cher. Pour la plupart des familles, il est très difficile de payer des avocats sur une longue période, car de nouvelles obligations financières sont rattachées à la création de 2 foyers familiaux et de nombreux parents s'efforcent d'offrir à leurs enfants les mêmes choses que lorsque la famille était unie. Si vous allez en cour, attendez-vous à ce qu'un juge vous dise ce qui pourrait advenir si votre cas débouchait sur un procès. Le tribunal peut aussi ordonner à une partie de payer les frais juridiques de l'autre partie si elle tente délibérément de faire traîner la situation ou de faire augmenter inutilement les frais imputés à l'autre partie. Vous pouvez vous représenter vous-même devant le tribunal, mais un avocat est la personne la mieux placée pour vous aider à connaître vos droits et vos responsabilités et vous expliquer le processus judiciaire. Si vous n'avez pas d'avocat, vous devrez travailler très fort pour être bien préparé et vous exprimer clairement devant le juge.
Les personnes qui se représentent elles-mêmes sont assujetties aux lois et règles du tribunal et ne peuvent s'attendre à ce que le juge ou l'avocat de l'autre partie leur donne des conseils. Rappelez-vous que si un processus judiciaire est commencé, vous avez encore la possibilité d'essayer d'autres options de règlement des différends, par exemple la médiation en tout temps au cours du processus. Si vous choisissez d'aller en cours, n'attendez-vous pas à comparaître immédiatement. Chaque comparution devant un tribunal ou conférence avec un juge doit être planifiée. Vous pourriez devoir attendre des semaines, selon le nombre d'autres affaires instruites à la cour en question, sauf si votre cas est considéré comme urgent. Le cas échéant, vous devrez déposer les documents nécessaires auprès du tribunal à l'intérieur d'un délai précis pour pouvoir comparaître devant un juge. Les décisions immédiates sont uniquement prises dans des situations urgentes. Dans la plupart des situations, une décision finale ne sera pas rendue le même jour que l'instruction de votre cause. Attendez-vous à de multiples comparutions en cours. En Ontario, 3 cours traitent les cas liés aux droits de la famille. La Cour de justice de l'Ontario traite des affaires relatives aux droits de la famille, notamment concernant la garde, le droit de visite, la pension alimentaire pour les enfants et le conjoint, l'adoption et la protection des enfants. Elle ne prend pas de décision en ce qui a trait au divorce ou au partage des biens. La Cour supérieure de justice peut trancher sur les questions litigieuses relatives aux droits de la famille, notamment le divorce, le partage des biens, la pension alimentaire pour les enfants et le conjoint, la garde et le droit de visite. Elle ne prend pas de décision en ce qui a trait à l'adoption et à la protection des enfants, sauf en appel. On compte en Ontario 17 cours de la famille de la Cour supérieure de justice. La Cour de la famille traite toutes les questions relatives aux droits de la famille, dont le divorce, le partage des biens, la pension alimentaire pour les enfants et le conjoint, la garde, le droit de visite, l'adoption et la protection des enfants. Dans les villes de la province qui ne disposent pas d'une Cour de la famille, les affaires relatives aux droits de la famille sont réparties entre la Cour de justice de l'Ontario et la Cour supérieure de justice. Les règles en matière de droit de la famille décrivent les étapes à suivre et le moment où il convient d'introduire une cause et précisent les documents que vous devez remettre à l'autre partie et déposer au tribunal. Les règles en matière de droit de la famille vous informeront sur les délais, le lieu où une cause est introduite et doit être entendue, la présentation de documents à l'autre partie, les parties en cause, l'introduction d'une cause, la défense à une cause, les états financiers, les motions, les conférences, les preuves, les coûts, l'exécution des ordonnances. Le ministère du procureur général a préparé le guide des procédures à la Cour de la famille pour vous aider à comprendre les règles applicables aux 3 cours. Ce guide décrit les étapes à suivre dans une instance juridique, notamment les formulaires à remplir et les procédures au moment d'aller en cours. Vous pouvez le télécharger sur le site web du ministère du procureur général. Vous pouvez obtenir et remplir la plupart des formulaires du tribunal sur le site web Formule des cours de l'Ontario. L'assistant au formulaire de la Cour de l'Ontario, créé par le ministère du procureur général, peut également être utile. Il s'agit d'un outil en ligne qui aide l'utilisateur à remplir les formulaires de la Cour de la famille les plus souvent utilisés. On peut aussi y accéder sur le site web du ministère. Si votre cas n'est pas urgent, une première date d'audience vous sera donnée, laquelle sera écrite à la première page de votre demande. La première audience aura lieu devant un greffier du tribunal. Ce dernier passera votre dossier en revue pour s'assurer que chaque partie a remis à l'autre les documents requis et que toutes les étapes obligatoires ont bien été suivies. L'indication de la première date d'audience vous donne l'occasion de régler une partie ou la totalité des différends liés à votre cas. L'autre partie et vous pouvez consulter un avocat de service ou essayer la médiation. Si un accord est conclu, vous pouvez comparaître devant le juge à la date prévue et demander une ordonnance sur consentement détaillant les points sur lesquels vous et l'autre partie vous êtes entendus. Si vous n'êtes pas en mesure de régler vos différends et votre affaire n'est pas urgente, vous devrez demander au greffier de planifier une conférence relative à la cause pour poursuivre votre affaire.
Les étapes à suivre dans une cause de droit familial donnent aux deux parties la possibilité de régler leurs différends. Ces étapes sont appelées conférences relatives à la cause, conférences en vue de règlement à l'amiable et conférences de gestion du procès. Les conférences peuvent être combinées s'il y a lieu. Peu importe la cour où a été introduite votre cause, si vous ne réglez pas vos différends, vous devrez planifier une conférence relative à la cause. Lors d'une conférence relative à la cause, vous pouvez examiner les chances de régler la cause, déterminer les questions qui sont en litige et celles qui ne le sont pas, étudier les moyens de résoudre les questions qui sont en litige, veiller à la divulgation des preuves pertinentes, fixer la date de la prochaine étape de la cause. Pour qu'une conférence relative à la cause soit efficace, il est très important que chaque partie ait rempli tous les formulaires requis et qu'elle ait remis ces derniers à l'autre partie avec les autres documents exigés, par exemple les états financiers, avant la date de la conférence prévue. Outre les autres documents requis relativement à votre cause, vous devez préparer un mémoire de conférence relative à la cause, le remettre à votre ex-conjoint et le déposer auprès du tribunal avant la tenue de votre conférence. Si vous ne déposez pas votre mémoire ou tout autre document requis, une autre conférence relative à la cause pourrait être nécessaire, ce qui retardera le règlement de vos différends et augmentera les honoraires à débourser. Lors d'une conférence en vue d'un règlement à l'amiable, le juge s'attardera à la façon dont les questions conflictuelles peuvent être résolues et aux différends pouvant être réglés sans plus aucune comparution en cours. La conférence de gestion du procès est seulement requise si un procès est intenté. Ce type de conférence a pour but de vérifier que vous êtes prêt à poursuivre votre cause une fois que la date du procès a été arrêtée. Lors d'une conférence de gestion du procès, les deux parties doivent fournir au juge de l'information sur la façon dont elles entendent présenter leur cause au procès, notamment les témoins qu'elles comptent amener et le temps qui, selon elles, sera nécessaire pour la présentation des preuves au juge. Si votre affaire de droit familial doit être résolue rapidement, vous pouvez demander au tribunal de rendre une ordonnance temporaire en présentant une motion. L'ordonnance temporaire demeurera en vigueur jusqu'à ce que le tribunal ait le temps d'instruire votre affaire. Les types d'ordonnances du tribunal pouvant être rendues sur motion comprennent le droit de garde, le droit de visite, la pension alimentaire pour enfants, la pension alimentaire pour le conjoint, la divulgation de l'information. Sauf si cela est urgent, vous ne devez pas présenter une motion avant une conférence relative à la cause. Si vous croyez que votre affaire est urgente, parlez-en immédiatement à votre avocat ou avocat de service. Dans de rares cas, le seul moyen pour les parties de régler leurs différends est d'aller en cour. Un procès constitue la dernière étape du processus judiciaire. À un procès, le juge prononce la décision définitive sur toutes les questions soulevées par les deux parties. C'est le processus judiciaire qui mène à une ordonnance du tribunal. L'ordonnance du tribunal est un document juridique ayant force obligatoire qui expose la décision d'un juge. Si vous souhaitez modifier une ordonnance définitive du tribunal en lien avec une question de droit familial ou encore un accord relatif à la pension alimentaire, vous pouvez présenter une motion sans devoir déposer une nouvelle demande. Consultez les guides d'auto-assistance sur le site Web du ministère si vous souhaitez présenter une motion en modification ou répondre à une motion en modification. Connaître l'amour, c'est connaître la paix. L'amour est une grande affection ressentie envers une autre personne qui se développe avec des liens de parenté ou des liens personnels. L'amour est un attachement fondé sur le dévouement, l'admiration, la tendresse et la bonté envers toutes les choses qui nous entourent. S'aimer soi-même, c'est vivre en paix avec le Créateur et en harmonie avec toute la création. Connaître son cœur, c'est connaître la vérité. Appliquez avec foi les enseignements de nos 7 grands-pères. Faites confiance au Créateur. Soyez sincères dans vos actions, votre caractère et votre expression. Soyez fidèles aux faits et à la réalité. Il est important de reconnaître que le chemin de la séparation peut être long et chargé d'émotions, mais qu'à chaque pas que vous faites,
vous vous approchez toujours plus de la guérison. Pour guérir, 5 conditions doivent être réunies: sécurité, responsabilité, respect, coopération et célébration. La sécurité signifie être à l'abri des menaces physiques, mentales, spirituelles et émotionnelles. La guérison passe par un milieu sain. La peur fait partie de l'expérience de vie de chaque personne, mais vivre constamment dans la peur d'abus ou de négligence nuit à la guérison. La sécurité est une responsabilité individuelle, familiale et communautaire. La responsabilité signifie que vous assumez vos choix de vie et vos actions. Vous êtes disposé à apprendre et à changer votre comportement et ce que vous pensez par rapport à vous-même. La responsabilité signifie que les blessures qui vous ont été infligées pendant votre enfance de main d'adulte n'étaient pas de votre faute. En tant qu'adulte, vous devez prendre en charge votre guérison. En transmettant ces blessures aux autres, en les blâmant ou en leur faisant du mal, vous compromettez votre guérison. Le respect consiste à traiter les autres et soi-même avec discernement et à accepter le fait que chaque adulte est responsable de ses choix. Il est important de respecter les choix que fait chaque personne pour guérir ou se protéger. Le manque de respect envers les différents points de vue a parfois divisé des familles et des communautés. La coopération consiste à s'unir à d'autres personnes en vue d'atteindre les objectifs de guérison qu'il est impossible d'atteindre seul. La coopération nécessite un équilibre de sécurité, de respect et de responsabilité. Elle tire parti des forces communes pour favoriser la guérison par l'équilibrage ou le partage du pouvoir au sein de la famille et de la communauté. Vous devriez maintenant être bien installé et en sécurité dans votre nouvelle demeure et avoir établi une bonne relation parentale avec votre ex-conjoint. Vos enfants se sont bien adaptés aux changements survenus dans leur vie. Vous pouvez maintenant retenir les aspects positifs de votre ancienne relation et accepter votre vie après la séparation. Vous devriez commencer à vous sentir bien avec vous-même et reconnaître que l'équilibre peut à nouveau être atteint. Il est important de prendre le temps de célébrer votre survie. Malgré ce que vous avez vécu, vous avez réussi à vous rendre aussi loin. C'est également le moment de célébrer et de planifier votre avenir. En regardant votre parcours, reconnaissez que celui-ci a fait de vous une personne plus forte et plus saine. C'est maintenant l'heure de votre renaissance.